Bonjour à tous, je vous remercie de vous être connectés pour assister à ce webinaire régional des centres de santé dédiés aux dispositifs conventionnels. Je suis Géraldine Gaspard, référent régional des organisations coordonnées au sein de la cellule régionale de la gestion de la coordination du risque, et je suis accompagnée d'experts métiers, donc les référents organisations coordonnées des CEPAM des Alpes-Maritimes, du Var et du Vaucluse, et les délégués d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Alors nous aborderons donc les rémunérations versées au centre de santé, les transpositions des rémunérations des médecins libéraux vers les centres de santé, la rémunération sur objectif de santé publique, ensuite les aides à la pratique qui potentiellement donc, vous permettront de prendre en charge davantage de patients tout en préservant le temps médical des soignants. Et enfin, les dispositifs qui vous permettront d'élargir la prise en charge pour vos patients et qui souvent en plus sont compatibles avec une valorisation de votre activité. Pour le confort de tous, je vous remercie de poser vos questions via le fil de discussion. Si on peut, bien sûr, on répondra en direct aux questions et sinon nous joindrons les réponses au support qui sera diffusé. Et ce webinaire est enregistré afin que les personnes ayant pu se connecter ce jour puissent le visionner. Voilà, il sera déposé sur amélie.fr. Voilà, donc juste pour des raisons d'agenda, on va commencer par la fin de du webinaire. On va commencer par la présentation du dispositif Mission Retrouve ton cap. Donc je laisse la parole à Sandy Denis, qui est le ROC dans les Alpes-Maritimes. Bonjour tout le monde, donc, je suis Sandy Denis, je suis responsable adjointe au service des relations conventionnelles à la CEPAM des Alpes-Maritimes et j'ai également en charge les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles dans le département. Donc, je vais vous parler de la mission Retrouve ton cap, qui est un dispositif de prévention destiné aux enfants de 3 à 12 ans en situation de surpoids ou d'obésité non complexe au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire dans la mesure où c'est un accompagnement nutritionnel avec de la diététique, de l'activité physique et un accompagnement psychologique. Donc la prise en charge se fait sur prescription médicale par un médecin généraliste, un pédiatre, un médecin de PMI ou un médecin scolaire et est réalisée au sein de MSP ou de centres de santé par des professionnels de santé exerçant au sein de ces structures ou ayant contractualisé avec elles. Ce dispositif est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais pour la famille, ni dépassement d'honoraires. Concernant le parcours de prise en charge, je vous l'ai dit, sur la cible des enfants de 3 à 12 ans en surpoids ou obésité non complexe, lors de la consultation chez le médecin qui suit l'enfant, le médecin va prescrire 7 prises en charge pluridisciplinaires selon les besoins de l'enfant et de sa famille, avec la réalisation de 1 à 3 bilans diététiques, activité physique et psychologique, et une séquence de séances de suivi de 1 à 6 séances de suivi nutritionnel et psychologique. Et cette séquence est renouvelable 2 fois. Ces bilans et séquences de suivi sont réalisés par des professionnels de santé et des psychologues qui appartiennent à des centres de santé et des maisons de santé référencées. Un compte-rendu devra être envoyé au médecin prescripteur après la réalisation de chaque bilan et de la séquence des séances de suivi. En cas de besoin de poursuivre la prise en charge, le médecin prescripteur fera un renouvellement de la séquence de suivi. Si vous êtes volontaire pour participer à ce dispositif, il faudra vous faire référencer auprès de la CEPAM et on verra un peu plus tard les modalités de référencement. Vous pouvez retrouver la liste des structures référencées sur notre site Amélie. Et concernant la rémunération, la participation du centre de santé est valorisée dans le cadre de l'accord national et en outre, la prise en charge est rémunérée via un forfait bilan et un forfait séquence de suivi versé au centre de santé. Pour les montants, le forfait pour les bilans est de 80 € par enfant pour la réalisation de 1 à 3 bilans. Le forfait pour la séquence de suivi est de 110 € par enfant pour la réalisation de 1 à 6 séances de suivi. Ces forfaits sont versés au centre de santé pour permettre la rémunération de l'équipe pluriprofessionnelle.
Les maisons de santé et les centres de santé qui intègrent ce parcours peuvent bénéficier d'une valorisation dans le cadre conventionnel qui sont prévus par les avenants à la CIMSP et à l'Accord national des centres de santé, afin de financer la coordination entre les professionnels avec une valorisation de 100 points fixes, c'est-à-dire 700 € par structure et par an. Pour pouvoir bénéficier de cette valorisation, la structure doit répondre à la mission de santé publique sur le thème du surpoids et de l'obésité de l'enfant qui sont prévus par les accords conventionnels initiaux, si elle ne s'est pas engagée d'ores et déjà dans une mission de santé publique qui est déjà valorisée. Cette valorisation est de 350 points variables, soit 2 450 € par structure et par an. Donc, concernant les modalités de référencement, il y a un dossier de référencement à compléter et une attestation sur l'honneur attestant d'être en conformité avec les conditions du cahier des charges qui seront à nous transmettre. Donc, on a une adresse générique. Alors, pour le dossier de référencement, voilà comment il se compose. Donc, vous allez indiquer les coordonnées du centre, signer la déclaration sur l'honneur et préciser pour chaque professionnel qui va participer au dispositif leur profession et leur diplôme. Au 5 juin, on a 307 structures qui sont référencées au niveau national, 264 maisons de santé et 36 centres de santé. On en a 48 en PACA. Et chaque mois, la CNAM met à disposition la liste des structures référencées sur notre site Amélie. Je me permets d'ajouter en fait qu'en PACA, on a 4 centres de santé qui sont référencés MRTC sur toutes les structures référencées. Oui, chaque mois, la CNAM met à disposition la liste des structures référencées sur notre site Amélie. Du coup, on va passer à la présentation du dispositif MonPsy. Et je passe la parole à Laurent Melzi, délégué d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Bonjour, oui, comme le dit Géraldine, je suis délégué d'assurance maladie dans les Bouches-du-Rhône et je vous présente ce dispositif MonPsy qui a été généralisé en France à partir d'avril 2022. Alors, je dis généralisé parce qu'il avait été testé auparavant dans 3 départements pendant 3 ans. Il a été généralisé après en avril 2022 et nous l'avons présenté aux médecins généralistes de nos secteurs. Alors, ce dispositif, il permet une prise en charge par l'assurance maladie 2 séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue qui doit être conventionné dans le cadre d'un parcours de soins sur adressage d'un médecin généraliste, gynécologue, médecin scolaire, PMI notamment. Les objectifs, c'est de proposer une offre de première ligne de dépistage et de prise en charge initiale pour l'ensemble de la population et ce à partir de 3 ans. Il permet un accès aux soins en santé mentale plus large et plus équitable, notamment pour les personnes pour qui le coût des séances d'accompagnement psychologique est un frein, et construire un parcours de soins et renforcer le partenariat entre le psychologue et le médecin. Déstigmatiser le sujet de la santé mentale est un sujet également. Donc, au niveau du parcours de prise en charge, donc le patient qui se retrouve en situation de souffrance psychique rencontre au préalable le médecin, enfin son médecin traitant, qui va déterminer les critères d'inclusion. Si le patient rentre dans ces critères, il va réaliser un entretien d'évaluation par le psychologue avec un courrier d'adressage qui aura été remis par le médecin. S'ensuit 1 à 7 séances de suivi maximum en fonction des besoins du patient et c'est le psychologue qui va déterminer le nombre de séances de suivi. À la suite, on va déterminer si une amélioration significative, une fin de prise en charge et en cas de besoin du patient pour une continuité des soins, une concertation est organisée pour analyser et réévaluer la prise en charge du patient. Au niveau des tarifs, il est prévu pour l'entretien d'évaluation un tarif de 40 € et 30 € par séance de suivi. Tous les patients dès l'âge de 3 ans en souffrance psychique d'intensité légère à modérée sont inclus dans le dispositif, orientés par le médecin pour adresser le patient à un psychologue conventionné. Il est prévu un entretien d'évaluation et jusqu'à 7 séances de suivi psychologique. Et le remboursement de l'organisme d'assurance maladie obligatoire est de 60% et par les complémentaires mutuels, 40%.
Comment procéder pour orienter un patient éligible vers un psychologue? Donc, il y a 2 documents qui sont accessibles sur le site monpsy.santé.gouv.fr. Le premier document est un courrier d'adressage qui indique la nécessité de réaliser un accompagnement psychologique. Il est valable 6 mois et est indispensable pour le remboursement des séances. Il ne faut pas préciser le nombre de séances à réaliser. Le second document est un courrier d'accompagnement destiné aux psychologues. Ce document précise des éléments de contexte, des éléments cliniques et les motifs de l'adressage. Lors de la remise de ces documents, vous informez le patient qu'il peut choisir le psychologue de son choix parmi les psychologues partenaires sur l'annuaire site monpsy.santé.gouv.fr. 8 séances au maximum seront remboursées par année. Aucun dépassement d'honoraires n'est possible par le psychologue. Et le jour de son rendez-vous, le patient doit apporter le courrier d'adressage et son attestation de carte vitale, papier, indiquant ses droits, s'il bénéficie d'une exonération d'avance de frais. Le site dédié, donc on en a déjà parlé au préalable, c'est monpsy.santé.gouv.fr, sur lequel est présentée une vidéo du dispositif, le guide pratique et le mémo à destination des médecins, le guide des échelles et scores d'évaluation, le modèle de courrier d'adressage, l'annuaire et la carte interactive indiquant les coordonnées des psychologues conventionnés et une brochure pour les patients. Donc, je passe la parole à Sophie Buchaillet, qui est le référent organisation coordonnée du Vaucluse. Oui, donc, bonjour. Bonjour, donc Sophie Buchaillet, je suis chargée de mission sur tout ce qui est exercice coordonné à la CPM du 84, donc dans le Vaucluse. Et je gère donc tout ce qui est maison de santé, centre de santé et les CPTS au niveau des territoires. Donc là, je vais vous parler des transpositions des rémunérations forfaitaires versées au centre de santé. Donc la transposition des rémunérations qui sont faites aux médecins libéraux, le nouvel accord des centres de santé valorise le rôle du centre de santé dont l'un des médecins a été désigné comme médecin traitant. Donc pour cela, le centre de santé peut bénéficier au même titre que les médecins libéraux des rémunérations forfaitaires. Donc, on va voir celles qui peuvent être transposées au centre de santé. On a tout d'abord le dispositif SOFIA, donc qui est un dispositif qui a été lancé en 2008 pour l'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques. Donc, dans un premier temps, il a été déployé au niveau des diabétiques et étendu ensuite aux personnes souffrant d'asthme. Donc, les médecins sont rémunérés par forfait annuel à hauteur de 1 C, donc qui est à 23 €, à partir du moment où ils envoient un questionnaire médical pour les diabétiques ou qu'ils inscrivent leurs patients asthmatiques via Amélie Pro, via leur Amélie Pro. Donc ça, c'est concernant le premier forfait. Ensuite, on a la majoration des personnes âgées. Donc celle-ci, elle est versée trimestriellement et elle est valorisée par un forfait de 5 € qui est applicable sur chaque consultation ou visite facturée par le médecin du centre de santé. Donc pour des patients de 80 ans et plus qui ne l'ont pas choisi comme médecin traitant. Donc c'est vraiment hors patientèle médecin traitant. Sur la transposition, on a également le forfait patientèle qui est versé trimestriellement sous forme d'acompte. En fait, il y a 4 acomptes qui sont versés à hauteur de 25% de la somme qui est estimée. Donc, elle est calculée en tenant compte des caractéristiques de la patientèle médecin traitant au regard de l'âge, des pathologies et de la précarité de ces patients. Donc, 5 catégories de patients donnant lieu à une valorisation ont été déterminées. Donc, elles sont reprises dans le tableau où on détaille du coup le montant de la valorisation selon la caractéristique du patient. On note que la patientèle qui est prise en compte pour cette rémunération au titre de ce forfait, c'est celle du médecin traitant, qu'elle ait ou non recours aux soins pendant l'année. Et donc, si jamais un patient correspond à plusieurs catégories, on prendra en compte la situation la plus avantageuse pour le médecin. Et ensuite, on a la rémunération sur objectif de santé publique, donc ce qu'on appelle la ROSP. Donc, c'est vraiment une rémunération qui est complémentaire au paiement à l'acte, qui reste, lui, le socle de la rémunération des centres de santé.
Donc, elle vise à favoriser, améliorer la qualité des pratiques en appréciant à travers différents indicateurs calculés sur l'ensemble de la patientèle. Donc, il existe 2 ROSP, une ROSP qui va concerner la patientèle médecin traitant adulte et une ROSP qui va concerner la patientèle médecin traitant enfant. Donc, elle donne aux centres de santé les moyens de valoriser les efforts de ces médecins vers des objectifs d'amélioration et de santé publique. Donc, concernant la ROSP médecin traitant adulte, elle est basée sur 3 thèmes. Un thème qui va suivre les pathologies chroniques, un thème sur la prévention et un thème sur l'efficience. Et concernant l'enfant, il va y avoir donc 2 thèmes, le suivi des pathologies et la prévention. Donc, ces indicateurs, ils vont être calculés automatiquement par le national, mais il y a quand même des indicateurs qui sont déclaratifs et qu'il faut saisir chaque année sur la plateforme ATIH. Donc, les centres de santé qui peuvent bénéficier de cette rémunération sur objectif de santé publique, ce sont les centres de santé médicaux ou polyvalents pour lesquels au moins un médecin salarié a été choisi comme médecin traitant et tous les centres de santé infirmiers et dentaires qui salarient un ou plusieurs médecins généralistes. Au niveau de la modalité de calcul, donc ce dispositif, il est fondé sur un système de points, donc comme pour les médecins libéraux. À l'issue de chaque année, l'assurance maladie verse une rémunération qui tient compte du niveau d'atteinte de chaque indicateur par rapport à des objectifs du dispositif. Donc, pour chaque indicateur, il y a un objectif intermédiaire et un objectif cible qui sont définis par le national. Et selon votre position et votre taux de départ, il va y avoir une rémunération soit à la progression, soit à l'atteinte de ces objectifs. Et donc, les objectifs seront proratisés selon la patientèle du médecin traitant. Donc, je vous ai mis un exemple d'indicateurs qui sont calculés automatiquement par le national. Donc là, par exemple, sur le thème suivi des pathologies chroniques, vous avez des sous-thèmes qui sont diabète, hypertension ou risque cardiovasculaire. Selon ces thèmes, des indicateurs sont définis, comme par exemple dépistage des maladies rénales chroniques. Et avec ça, donc, il y a un objectif intermédiaire d'atteindre au minimum 20% de la patientèle pour atteindre l'objectif intermédiaire et l'objectif cible qui est fixé à 58,6%. Et ainsi de suite, donc pour chaque indicateur et chaque thème. Et ici, donc, ce sont les indicateurs qui sont déclaratifs, donc pour lesquels le centre de santé doit saisir dans la plateforme ATIH chaque année. Donc, les thèmes donc, suivi pathologie chronique avec les diabétiques, les risques cardiovasculaires. Et au niveau de la prévention, on a les thèmes sur la conduite addictive, donc au niveau de l'addiction du tabac et l'addiction au niveau de l'alcool. Donc, c'est 4 indicateurs à déclarer. Et là, je vous ai mis des exemples, mais pour tout ce qui est ROSP, indicateur de l'enfant, donc avec juste les 2 thèmes de suivi des pathologies chroniques et prévention. Et donc, ça fonctionne pareil que pour la ROSP adulte. On a un thème, un indicateur et des objectifs intermédiaires ou cibles à atteindre. Et pour la ROSP enfant, donc il y a 3 indicateurs déclaratifs pareils à saisir sur la plateforme avec le dépistage de l'obésité, les dépistages du trouble sensoriel et les dépistages du trouble et de l'apprentissage du langage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique au ROSP? Sachant que oui, bientôt, hein, vous avez... oui, Monsieur Valger, je crois que vous avez une question. Oui, c'est une question qui va surtout nous transporter sur, comme vous êtes dans les transpositions de l'avenant 9 du règlement arbitral des médecins, qui, je crois, va modifier au moins l'appellation de la MPA et modifier le montant de la FPMT, si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être intéressant que les gestionnaires de centre le sachent. Et peut-être aussi pour insister sur ce lien entre le calcul d'un certain nombre de forfaits sur le volume de médecins traitants et l'importance que le centre de santé, enfin que les patients qui fréquentent le centre de santé déclarent un médecin traitant dans le centre, puisque c'est l'ensemble c'est le centre de santé qui est en fait médecin traitant pour la patientèle, et que de nombreux dispositifs, en tout cas les forfaitaires, se calent là-dessus. Et je ferai l'article, puisque
puisque l'occasion m'en est donnée, sur le relais qu'il est nécessaire pour nous de mettre en place sur la campagne pas de patients en ALD sans médecin traitant, auquel les gestionnaires de centres de santé se sont associés et dans lequel j'invite tout le monde à s'engager pour les raisons qu'on vient de voir et puis pour la raison qui est que c'est quand même mieux que les patients qui sont en ALD soient suivis comme il faut. Donc, du coup, je vais passer la main à Nawel Sati, qui a récemment intégré l'équipe exercice coordonné à la CEPAM du Var et qui va nous présenter les assistants médicaux au sein des centres de santé. Juste vous préciser aussi que, comme le disait M. Valger, comme les conditions étaient assouplies dans le cadre du règlement arbitral, il y a des négociations qui vont s'ouvrir sur donc le dispositif assistants médicaux au sein des centres de santé. Et d'ici septembre, normalement, donc nous, on vous présente l'existant, ce qui se passe à l'heure actuelle, sachant que quand même, c'est bien d'y réfléchir dès maintenant, parce qu'on a constaté qu'il y a un laps de temps, en général, de 2 mois, à peu près, entre le moment où la personne souhaite embaucher un assistant médical, enfin le médecin, et le moment où le contrat est signé. Donc, du coup, voilà, ça vous permet, entre maintenant et septembre, il y a la négociation, de bien réfléchir et de voir quels sont les avantages à avoir un assistant médical au sein du centre de santé. Voilà, Nawel, je te laisse la parole. Merci. Bonjour, donc Nawel Sati, référente organisation coordonnée au sein de la CPAM du Var. J'interviens auprès de toutes les structures, donc CPTS, maisons de santé et centres de santé. Donc, je vais vous présenter le dispositif des assistants médicaux. Par transposition à l'avenant 7 à la convention médicale, l'avenant 3 à l'accord national a introduit une aide au recrutement d'un assistant médical au sein d'un centre de santé. Cette aide est versée par l'assurance maladie pour encourager au développement de cette nouvelle fonction. C'est un dispositif souple, adapté aux situations et à l'organisation des centres de santé concernés. C'est une aide financière forfaitaire et pérenne, évolutive, calibrée en fonction du temps d'emploi de l'assistant médical et des médecins salariés du centre de santé. Cette aide, bien évidemment, est versée en contrepartie d'une augmentation ou d'un maintien de la patientèle adulte médecin traitant ou de la patientèle file active. Les objectifs du dispositif. Le premier, c'est un meilleur accès aux soins en libérant du temps médical pour accueillir davantage de patients et répondre aux soins non programmés et urgents, en améliorant également l'accès à un médecin traitant et les délais de prise en charge, notamment pour certaines spécialités. Le deuxième objectif, favoriser la polyvalence en confortant le passage des centres de santé dentaires infirmiers à la polyvalence. Et enfin, améliorer la qualité et la coordination des soins en améliorant la qualité des soins et le suivi des patients en consacrant plus de temps aux patients le nécessitant, en renforçant la continuité des soins et la coordination entre les différents acteurs prenant en charge les patients. Alors, le rôle de l'assistant médical. La personne recrutée pour occuper cette fonction a soit un profil médical ou administratif avec des missions propres au sein du centre de santé. Qu'est-ce qu'on entend par mission propre? Ce sont des missions distinctes de celles déjà exercées par les postes administratifs ou par les infirmières ou par les aides-soignantes. Il y a 3 catégories de missions qui peuvent être dégagées par l'assistant médical. Elles peuvent être de nature administrative, l'accueil du patient, création et gestion du dossier informatique du patient, recueil et enregistrement des informations administratives et médicales en amont de la consultation, comme la présence des comptes rendus ou résultats d'analyse. Ensuite, des tâches en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation, aide à l'habillage, déshabillage, prise de constante, mise à jour du dossier patient avec les dépistages, vaccinations, en générant si nécessaire des alertes à l'attention du médecin, délivrance des tests et de kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques comme les ECG, et l'accompagnement à la téléconsultation. Ensuite, ça peut être aussi des tâches en lien avec l'organisation et la coordination pour une meilleure articulation entre les différents acteurs intervenant dans la prise en charge
des patients, comme les auxiliaires médicaux, les établissements de santé et médico-sociaux, et aussi, pourquoi pas, un peu plus aussi administratif, l'aide au remplissage de certains certificats, comme les dossiers d'entrée en EHPAD ou les dossiers MDPH. Toutes les différentes tâches que nous venons de vous lister ne constituent pas un périmètre limitatif, c'est un éventail de possibilités. C'est toujours le centre de santé qui définit les tâches confiées à l'assistant médical en fonction des besoins des médecins du centre de santé. Et pour rappel, ce qui est important à retenir, si un centre de santé décide de faire évoluer une secrétaire médicale vers des fonctions d'assistant médical, il devra remplacer son poste de secrétaire dans les 6 mois. En ce qui concerne l'éligibilité du centre de santé à l'aide au recrutement et ses engagements, deux critères doivent être remplis par le centre de santé. Le premier, le type de centre. Seuls les centres polyvalents et médicaux salariant des médecins sont éligibles, ou centres de santé dentaire ou infirmiers qui se médicalisent du fait de l'intégration de médecins salariés. Et le deuxième critère, le niveau de patientèle du centre. L'éligibilité du centre de santé est en fonction de la file active du centre de santé et du nombre d'ETP du centre de santé. Pour vérifier votre éligibilité, il faut prendre contact avec votre caisse de rattachement. Les engagements du centre de santé. Le centre de santé s'engage à consacrer une partie du temps dégagé par l'assistant médical pour accueillir et assurer la prise en charge de davantage de patients. Ces engagements reposent sur l'augmentation de patients médecins traitants et l'augmentation de la file active. Le montant de l'aide financière, il faut savoir que c'est une aide pérenne qui couvre en grande partie le coût d'un assistant médical. Si le centre de santé embauche l'assistant médical à hauteur d'un ETP, l'aide est définie de la manière suivante. Première année, 36 000 euros. Deuxième année, 27 000 euros. Et troisième année, 21 000 euros. Cette somme, c'est l'aide maximale qui est versée au-delà de la troisième année de manière pérenne. Le versement de cette aide est basé sur un système d'acompte, 70% à la signature du contrat et un solde à 30% à la date d'anniversaire du contrat. Le centre de santé doit justifier de l'embauche de 0,5 ETP d'assistant médical maximum par tranche de 1 ETP de médecin, généraliste ou spécialiste, dans la limite de 4 ETP d'assistant médical financé par le centre de santé, soit 0,5 ETP d'assistant médical pour 1 ETP de médecin, 1 ETP d'assistant médical pour 2 ETP de médecin, 1,5 ETP d'assistant médical pour 3 ETP de médecin, et enfin 2 ETP d'assistants médicaux pour 4 ETP de médecins. Il faut savoir que les 2 premières années, l'aide annuelle maximale est versée sans contrepartie et qu'à partir de la 3e année, et puis les années suivantes également, le versement de l'aide dépend de l'atteinte des objectifs fixés. Voilà pour ce qui est du dispositif des assistants médicaux. Donc, du coup, je crois que c'est Nawel qui continue pour nous présenter justement les mesures relatives à la présence des infirmiers en pratique avancée au sein des centres de santé. Oui. Voilà. Eh bien. Alors, en transposition des mesures de la Convention infirmière, l'avenant 4 à l'accord national des centres de santé prévoit une aide pour le démarrage de l'activité infirmière en pratique avancée. Qui est concerné par cette aide? Ce contrat est réservé aux centres de santé polyvalents, médicaux et infirmiers, adhérant à l'accord national qui salarie un ou plusieurs infirmiers exerçant une activité en pratique avancée, à minima de 0,5 ETP. Le centre de santé ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide conventionnelle au démarrage de l'activité salariée. Ce contrat est conclu pour une durée de 4 ans et l'aide est versée sur 2 ans. Quels sont les engagements du centre de santé? Premièrement, fournir le contrat ou un extrait du contrat de travail dans un délai d'1 mois après l'embauche de l'IPA. Assurer le suivi d'un minimum de
30 patients par ETP d'IPA salarié la première année d'exercice et de 60 patients par ETP d'IPA salarié la deuxième année d'exercice. Et le troisième engagement, c'est atteindre une part d'actes spécifiques IPA sur l'activité globale des infirmiers en pratique avancée, spécialité 86, d'au moins 25% à la première année, 50% à la deuxième année et 85% à la troisième année d'exercice. Quel est le montant de cette aide? Il existe deux options. L'option 1, le centre de santé est installé en zone sous-dense médicale qualifiée de zone d'intervention prioritaire pour un montant de 40 000 € pour un ETP IPA salarié sur 2 ans, soit 30 000 € pour un ETP IPA salarié dans le mois suivant la signature du contrat, 10 000 € pour un ETP IPA salarié la deuxième année avant la fin du premier semestre de l'année suivante. Pour l'option 2, le centre de santé est installé en dehors d'une zone sous-dense médicale, 27 000 € pour un ETP IPA salarié également sur 2 ans, 20 000 € pour un ETP d'IPA salarié dans le mois suivant la signature du contrat, 7 000 € pour un ETP d'IPA salarié la deuxième année avant la fin du premier semestre de l'année suivante. Il est important de savoir que si un centre de santé intègre un IPA parmi ses professionnels de santé, il y a une valorisation des indicateurs existants. Plus 200 points fixes s'il y a une mission de santé publique, plus 200 points variables dans le cadre de la concertation pluriprofessionnelle formalisée et plus 40 points par protocole dans la limite de 8. Pour rappel, la valeur du point est de 7 €. Je reprends la parole pour évoquer avec vous les protocoles de coopération de soins non programmés et les grands principes. Donc, en fait, pourquoi je voulais vous faire un focus sur les protocoles de soins non programmés? Parce que la coopération entre professionnels de santé apporte une réponse déjà innovante aux attentes des patients et des professionnels de santé. Ça élargit l'offre de soins des centres de santé. Ça réduit les délais de prise en charge. Ça améliore le parcours de santé et ça vous permet de valoriser l'activité des centres de santé. Donc, comment fonctionnent ces protocoles de coopération? Donc, déjà, la prise en charge de ces soins non programmés se fait entre des professionnels qui sont non médecins, qu'on appelle donc les professionnels délégués, en coopération formalisée par les protocoles avec le médecin généraliste délégant. Donc, pour cela, il faut déjà que les délégués et les délégants soient membres du même centre de santé et qu'ils soient volontaires pour adhérer à ces protocoles, bien sûr. Il faut aussi en informer le patient de la prise en charge dans le cadre de ce protocole. Ensuite, chaque protocole va préciser les caractéristiques d'éligibilité, quels sont les patients qu'on peut inclure et ceux qu'on doit exclure du dispositif, parce que c'est des patients trop complexes ou avec des pathologies lourdes, par exemple. Et ensuite, il faut aussi former, qu'il y ait une formation entre des délégués, des professionnels de santé délégués. Donc, cette formation, elle peut être réalisée soit en présentiel, soit en distanciel désormais. Et ensuite, le professionnel délégué peut être amené à appliquer des prescriptions, médicaments, actes, arrêts de travail prévus par chacun des protocoles. Donc, les protocoles de soins non programmés, c'est très différent des protocoles pluriprofessionnels qui sont prévus dans le cadre de l'accord national. Ce n'est pas la même chose, c'est quelque chose de différent. Alors, du coup, comment on peut s'inscrire et comment dans cette démarche et comment, quelles sont les étapes du dispositif? Tout d'abord, il faut choisir le protocole et déclarer l'équipe qui sera impliquée dans le cadre de ce protocole sur l'appli les démarches simplifiées. Ensuite, bien sûr, il faut former le personnel conformément aux règles qui sont prévues dans le protocole choisi par le centre de santé. Lorsque vous allez avoir le patient, donc bien sûr informer le patient. Mettre à disposition des prescriptions types qui sont établies par les médecins délégants, comprennent l'identification professionnelle du médecin délégant, et ensuite un système d'information partagée. Ça, normalement, ça ne pose pas de problème pour le centre de santé, puisque vous détenez déjà un logiciel commun. Il faut bien sûr que le compte rendu de prise en charge soit à la fois enregistré dans le logiciel que vous détenez, mais aussi c'est bien qu'il soit enregistré dans mon espace santé pour le patient, ou au moins dans le volet de synthèse médicale. Alors maintenant, quels sont ces protocoles?
Donc, il y a 6 protocoles de coopération hein, qui ont été élaborés depuis 2020. Alors, donc, il y a la cystite, l'angine, la varicelle et la rhino-allergique, où là, les professionnels concernés sont des médecins, des infirmiers et des pharmaciens. Et ensuite, il y a 2 autres protocoles, l'entorse et la lombalgie aiguë, où là, les professionnels de santé concernés sont les médecins et les masseurs kinésithérapeutes. Voilà, donc ça permet, ça facilite la prise en charge hein, pour les patients, limite le délai. Voilà, si on est une maman avec un enfant qui a une angine, une varicelle, si le médecin ne peut pas voir l'enfant, si on a une infirmière ou un pharmacien qui peut prendre en charge notre enfant rapidement, c'est vrai que c'est rassurant. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les soins, les protocoles de soins non programmés, parce que en PACA, on en a très peu qui sont mis en place par les centres de santé. Alors, c'est peut-être un des problèmes techniques, des difficultés à former, à trouver, je ne sais pas, peut-être il faut. N'hésitez pas à vous exprimer sur ces protocoles de soins non programmés, qui sont par ailleurs valorisés aussi hein, dans le cadre de l'accord national et de l'avenant 4. Voilà, je crois que c'est 100 points par protocole mis en place dans la limite de 6 protocoles. Et par ailleurs, il y a une rémunération à l'acte aussi, à chaque fois qu'un acte est fait dans le cadre de ces protocoles. Voilà. Justement, j'avais une question là sur la nature de l'acte. Ça équivaut à celle que ferait le médecin ou ça équivaut à celle c'est un que va forfait faire en l'infirmier fait, par acte. C'est un forfait de 25 € par patient. Il y a un code spécifique qui est GCO. C'est la valeur d'une consulte. Voilà. Et pour 2 protocoles, il y a un second contact qui est prévu. C'est pour l'entorse de la cheville et la lombalgie aiguë. Un second contact à J+3 qui est facturé 25 € pour la cheville. Et pour la lombalgie aiguë, il y a un deuxième contact entre la 2e et la 4e semaine qui est facturable à 20 €. Toujours par le principe d'un code forfait GCO. Voilà. Voilà, donc on va vous envoyer le diaporama. L'enregistrement sera traité par le service com et mis à disposition dès que possible. Et les 2 diaporamas, donc le webinaire consacré au numérique en santé et celui-ci, on va vous envoyer les diapos d'ici la fin de la semaine. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. Voilà, hein, la suite des aventures, c'est la rencontre dans les centres, c'est ça? Voilà, c'est ça. On va venir à votre rencontre dans les centres en équipe pluripro. Merci en tout cas. Entre maintenant, septembre et d'ici la fin de l'année. Voilà. C'est la CPM qui appelle, hein? C'est pas oui, c'est la CPM qui va appeler, prendre rendez-vous. Ségolène, tu confirmes? Oui, les caisses vont prendre rendez-vous avec vous. Ouais. Voilà. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et oui, bel été à tous. Au revoir. Au revoir.